Jacques Weinstein, vous avez été une figure de mai 68 à Lyon. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette époque et sur le rôle que vous avez joué? Oui, alors figure, bon, c'est figure rétrospective parce qu'à l'époque, j'étais quand même jeune, hein, puisque j'avais que 19 ans. Donc il y avait d'autres personnes aussi dans le cadre du mouvement, et y compris plus âgées que moi. Donc effectivement, j'ai eu un certain rôle, et surtout après, j'ai continué à défendre les mêmes positions et aussi à revendiquer une mémoire de cet événement-là, bon, qui a été quand même essentiellement collectif. Donc parler de figure est un bien grand mot, hormis peut-être même nationellement, Cohn-Bendit, il n'y a pas eu de figure dans les mouvements, ni à Lyon, ni ailleurs. Simplement, il se trouve que après il y a eu des gens qui ont écrit sur mai 68, et j'en fais partie, etc. Donc on a pris un peu on a pris de l'importance aussi parce qu'on disait de ce qu'on avait vécu, etc. Mais sur le mouvement lui-même, c'était un mouvement extrêmement collectif. Et à Lyon, ça s'est déclenché comment, un petit peu, ces événements? Alors, bon, à Lyon, il y avait déjà de nouvelles revendications qui ont pu servir d'étincelles, comme par exemple, pour parler des années précédentes 68, celle sur la mixité des cités universitaires, puisque dans les cités universitaires, les garçons n'avaient pas le droit de rentrer n'avaient pas de droit de visite dans les cités des filles, qui étaient donc des cités qui étaient non mixtes, et les filles donc avaient insisté pour l'ouverture et la possibilité d'avoir des rappeurs, de recevoir les garçons et vice-versa. Donc ça a été un mouvement qui a été extrêmement important en 66, 67, 68, et qui n'était pas du tout dans les standards dans les standards révolutionnaires ou dans les standards politiques de l'époque, où on ne parlait pas du tout de ces choses-là, contrairement à aujourd'hui où c'est devenu monnaie courante, mais dans le sens inverse, puisque aujourd'hui c'est plutôt le refus de la mixité qui l'emporte. Mais c'était des trucs nouveaux, et ça jouait son rôle. Et puis après, bon, il y a eu d'autres étincelles, mais à Lyon, si le mouvement est parti, c'est un mouvement contre la répression qui avait eu lieu à Paris à partir du 3 et du 3 mai, et puis a fortiori après. Et donc le mouvement est en fait parti à Lyon au niveau massif, disons, de l'INSA, qui était aussi l'école où on retrouvait donc des élèves plus âgés, enfin des étudiants plus âgés, puisque souvent ils avaient fait les classes prépa, et puis ils avaient échoué en quelque sorte à l'INSA, parce que l'INSA c'était l'école d'ingénieurs des pauvres. Vous faisiez quoi? Vous faisiez la fête dedans? Vous faisiez des tracts? Non, bon, déjà il fallait faire des assemblées générales pour décider de faire grève ou pas et d'arrêter les cours. Donc il a fallu déjà tout un travail pour mettre le campus en grève et arrêter les cours. Donc tout ça, déjà, ça demandait de l'énergie. Et à partir du moment où la majorité des étudiants ont été d'accord finalement pour arrêter les cours, il y avait à l'intérieur effectivement une activité, d'abord de manifestation pour essayer de montrer sa force et peut-être se préparer à descendre en centre-ville. Et puis aussi parce que je sais pas, ça développait une solidarité à l'intérieur du lieu même. Et puis aussi, il y avait un travail à faire de tract. Et la police, elle vous a laissé faire cette occupation? Comment ça s'est passé avec eux?
Ah oui, la police était absolument inexistante sur les campus à cette époque-là. Elle était présente en ville, mais sur les campus, que ce soit à Nanterre ou à Lyon, elle a laissé absolument tout faire. On n'a pas vu un policier, mais tel qu'étaient faits les campus à l'époque, forces de police, etc. Il aurait fallu vraiment qu'ils mettent des moyens énormes, comme ils ont pu mettre à certaines rares fois, comme à Nanterre en 71, mais jamais attaquer un campus pour la police, ça revenait comme pratiquement à attaquer Renault ou Berlier, parce que ça demande des forces très très nombreuses. Comment les événements se sont arrêtés? À partir du moment où, même si on a été capable, et moi j'ai été un des acteurs principaux de ce truc-là, du boycottage des examens, du boycottage des examens de droit, le soir même du boycott réussi des examens, les fascistes attaquaient la fac de lettres. Donc là aussi, même s'ils ont été en partie battus, c'était un signal de retombée du mouvement. Vous avez été impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, alors pour moi le mouvement des Gilets jaunes, bon, mais ça c'est personnel un petit peu, ça a été un deuxième mai 68 dans la mesure où j'y ai, à Lyon, joué un rôle important. D'abord parce que j'ai poussé à ce que le mouvement des Gilets jaunes à Lyon soit reconnu comme n'étant pas un mouvement douteux, etc. Et que c'est à mon initiative, et initiative de copains aussi, c'est à mon initiative que une grande réunion a eu lieu à la librairie libertaire de Lyon, La Griffe. Vous manifestiez pourquoi? Vous revendiquiez quoi? Les Gilets jaunes, ils revendiquaient sur l'histoire des taxes, sur l'histoire sur la vie chère, sur le problème des transports, sur les trucs comme ça, qui sont pour nous, du point de vue des analyses qu'on fait, des choses essentielles. Le problème des prix. Vous y alliez pourquoi? Pour faire la révolution? Non, pour participer à un mouvement qui pouvait être porteur d'un certain nombre de choses, parce que justement, il n'était pas entravé par de l'idéologie, il n'était pas entravé par le fait qu'il était de droite, de gauche, qu'il avait à se déterminer, qu'il n'avait pas non plus, qu'il a dépassé très rapidement ses revendications de départ pour affirmer que d'une certaine façon, il y avait des tas de gens dans la France périphérique et dans des catégories un petit peu périphériques aussi, des tas de gens qui n'avaient pas droit à la parole et qui s'exprimaient tout à coup de cette façon-là et d'une façon originale, et que ça correspond à... et il y avait une certaine perspective de dépassement. Pour prendre un autre exemple, par rapport au pass sanitaire et aux antivax, on a fait un texte tout de suite disant qu'on ne participerait pas à ce mouvement-là, parce que même si on pouvait retrouver des ex-gilets jaunes, etc., et tout en étant contre le pass sanitaire, c'était un mouvement qui pour nous n'avait pas de perspective. Pourquoi il n'avait pas d'avenir par rapport à sa composante, sa composition? Non, il n'avait pas d'avenir parce que c'était un mouvement qui était lié à des mesures complètement ponctuelles qui allaient disparaître. C'est-à-dire si le pass sanitaire tombe, si le virus tombe, le mouvement il tombe. En plus, sa composition était une composition très très différente, et ce qui est essentiel pour nous, menée par l'idéologie et grosso modo par les idées. Un mouvement mené par les idées,
c'est quelque chose de très dangereux, et surtout si ces idées ne sont pas terribles. Vous avez écrit un livre justement sur l'économie de la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus? J'ai fait une chronologie de cette crise sanitaire, à peu près tous les... j'ai fait 25 numéros, 25 relevés de notes en 2 ans. Enfin en un peu moins de 2 ans. Ça a fait une certaine régularité de parution, quoi. Parce que finalement, ça me semblait intéressant, à partir de la presse, de voir un rendu de comment était rendue cette crise, avec toutes les interrogations et toutes les incohérences qu'il pouvait y avoir dans les mesures prises, et la façon dont les perceptions de cette crise et même de la pandémie changeaient, et de les retranscrire en quelque sorte au départ un certain déni de la crise, de l'ampleur de la crise, puis après une gestion à la hussarde de la crise avec une sorte de guerre contre le virus. Toute une évolution qui s'est faite après l'histoire du pass sanitaire aussi, qui était autre chose que le confinement. Il révélait un peu les opinions politiques, ce virus. À aucun moment, jusqu'à maintenant, on avait vu des mesures prises par des États par rapport à des sécurités de type sanitaire, où tout à coup, un État qui n'y connaît rien décide sur la base d'experts qui ne connaissent pas grand-chose non plus, que telle et telle mesure est bonne, telle et telle mesure n'est pas bonne, etc., etc., et que ces mesures sont d'une telle importance qu'elles remettent en cause les libertés fondamentales.